Alors d'abord, il faut bien insister sur le fait que l'histoire des inégalités est une histoire multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul processus qui conduirait toujours et partout à un accroissement des inégalités ou toujours et partout à une réduction des inégalités. La principale conclusion de mon livre, c'est d'abord qu'on a là une histoire qui peut aller dans différentes directions, avec des mécanismes qui parfois l'emportent dans le sens de la réduction, parfois l'emportent dans le sens de l'accroissement des inégalités. La principale force de réduction des inégalités à la fois entre les pays et parfois à l'intérieur des pays, c'est la diffusion des connaissances, de l'éducation, des formations. C'est ça qui permet à des pays de se rattraper avec d'autres pays. C'est aussi ça qui peut permettre à l'intérieur d'un pays, si les institutions, notamment éducatives, sont suffisamment inclusives et permettent à des groupes suffisamment larges de la population d'accéder au savoir, aux qualifications, aux emplois, de réduire les inégalités. Cette question de l'éducation, de l'offre et de la demande de qualification, avec tout l'impact de la mondialisation sur cet équilibre ou ce déséquilibre entre offre et demande de qualification, n'est pas le seul mécanisme important dans cette affaire. C'est-à-dire que ce que je montre dans le livre, c'est qu'une force très puissante d'accroissement des inégalités, qui peut être plus forte que cette force de réduction des inégalités liée à la diffusion des connaissances, est effectivement d'une part la tendance de très hautes rémunérations managériales, parfois à se servir des rémunérations, pour le coup, sans rapport réel avec le niveau de qualification ou de productivité observé. Donc ça a été vrai notamment aux États-Unis, avec une très forte hausse des plus hautes rémunérations managériales au cours des 30 dernières années. C'est pas par hasard si Occupy Wall Street s'est plutôt passé à Wall Street, à New York, et non pas à Bruxelles, ou à Paris ou à Tokyo. C'est-à-dire qu'en Europe et au Japon, cette montée des très hauts revenus a été plus limitée. Par contre, il y a une autre force qui, à long terme, me semble encore plus déterminante, qui est la tendance, effectivement, du rendement du capital à excéder le taux de croissance dans le long terme. Et ça, c'est une force qui, je pense, permet à la fois de comprendre le très haut niveau de concentration patrimoniale qu'on observe dans pratiquement toutes les sociétés au travers de l'histoire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ça peut aussi permettre de comprendre en partie une certaine remontée des inégalités patrimoniales au cours des décennies récentes, qui prolonge certaines tendances qu'on observe actuellement au niveau notamment des plus hauts patrimoines. Personne ne sait très bien jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire qu'on observe, si on prend les classements Forbes des plus hauts patrimoines mondiaux, on a des taux de progression qui sont de l'ordre de 3-4 fois plus rapides que la taille même de l'économie mondiale, et que l'évolution du patrimoine moyen ou du revenu moyen. Donc là, on a une force de divergence qui potentiellement est assez inquiétante et qui, je pense, qui mérite qu'on se réinterroge de façon générale sur les déterminants de l'inégalité des patrimoines à long terme et sur cet équilibre entre le rendement du capital et le taux de croissance, qui est vraiment une question sur laquelle il est important de se replonger de façon vraiment essentielle.